18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Deuxième jour des travaux de l'African Startup Conference à Alger. Dans sa deuxième édition, une rencontre qui reflète la volonté des pays africains d'aller vers l'innovation, le développement, mais aussi l'intégration. Et au Mali, le contingent allemand de la MINUSMA acte son retrait du pays. Et dans le même moment, le Tchad et la Mauritanie envisagent la fin du G5 Sahel, déjà démunis de 3 de ses pays membres. Et puis, direction la Libye, où une œuvre archéologique datant de la préhistoire est revenue dans sa terre natale après des années d'exil en Suisse. Direction donc Alger au deuxième jour de la conférence de l'African Startup Invest dans sa deuxième édition avec, rappelons-le, la participation de très importants experts internationaux, mais aussi des jeunes porteurs de projets. L'innovation reste au cœur des préoccupations des nombreux panels qui ont animé les travaux de la conférence. Et justement, pour revenir sur cette deuxième journée, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Safouane Ben Sabri au Centre international des conférences à Abdellatif Rahal à Alger. Bonsoir Safouane. Alors Safouane, que peut-on dire ou que peut-on retenir de cette deuxième journée de travaux ? Alors oui, nous nous trouvons actuellement au Centre international des conférences où se déroule la deuxième journée de l'African Startup Conference. Alors plusieurs sujets, plusieurs acteurs ont participé à cette deuxième journée. Les sujets qui sont ressortis aujourd'hui sont notamment le retour de la diaspora africaine à l'étranger en Afrique pour investir dans son continent et aussi comment lutter contre la fuite des cerveaux, la fuite de ces potentiels intellectuels ou financiers qui s'en vont vers d'autres continents pour investir là-bas. Donc comment les faire revenir ou comment les empêcher de partir. D'autres secteurs ont été aussi au centre des discussions aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle, un secteur qui semble être prometteur pour une jeunesse africaine de plus en plus impliquée dans ces sujets-là. Il y a aussi des startups qui s'engagent dans les énergies vertes. Donc voilà, c'est en résumé ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du Centre international très bien, des conférences. Safouane, très bien, Safouane, merci. Safouane Ben Sabri, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à l'African Startup Conference. Et en marge des travaux de la conférence, un sommet des ministres africains en charge des entreprises s'est tenu mardi avec la participation de 34 pays afin d'examiner les voies de la coopération pour le développement de ce secteur sur l'ensemble du continent, avec à l'ordre du jour les modalités ou les préparations, comme vient de nous dire notre envoyé spécial, d'une stratégie africaine unifiée visant à retenir les compétences et les talents africains au sein du continent, en facilitant notamment le déplacement intercontinental aux porteurs de projets dans ce secteur. Par ailleurs, les présents ont également mis l'accent sur la nécessité de la création d'un fonds africain pour les entreprises émergentes visant à assurer le financement des entreprises dans ce secteur sur le continent, au lieu de recourir aux investisseurs étrangers. Coopération militaire entre l'Algérie et la Tunisie. Le chef d'état-major algérien, le général d'armée Saïd Chengriha, a reçu ce mercredi le chef d'état-major des forces terrestres de l'armée tunisienne, le général d'armée Mohamed El Roul, en marge des travaux du 17e comité mixte algéro-tunisien chargé du suivi et de la surveillance de la mise en œuvre de la coopération militaire bilatérale. Selon un communiqué publié par le ministère de la Défense algérien, la rencontre aura permis aux deux parties de revenir sur l'état de la coopération des deux pays dans le domaine militaire et de comparer les points de vue sur les dossiers d'intérêt commun.
Dans le dossier sahraoui, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a réitéré mardi son engagement, je cite, à défendre ses droits justes et légitimes et ceux du peuple sahraoui en dépit des agissements et des intimidations de l'occupant marocain qui l'a empêché de tenir son premier congrès national en présentiel dans la ville de l'Ayoun occupée. Le CODESA a par ailleurs fait observer que la confiscation par les forces de l'occupant marocain du droit de s'organiser et de se réunir s'inscrit dans le cadre de la campagne continue de répression et de ciblage systématique contre les défenseurs des droits humains et à l'encontre des civils sahraouis. Clap de fin donc pour l'armée allemande au Mali. Berlin a entrepris le retrait de ses soldats déployés dans le nord du pays, à Gao plus précisément. Ce retrait fait suite à celui de la mission de la paix des Nations Unies au Mali d'ici la fin de l'année. Pour rappel, en juin dernier, le Conseil de sécurité a voté une résolution actant la fin de la mission onusienne déployée dans le Mali depuis 10 ans. La fin du G5 est-elle actée? Le communiqué conjoint du président mauritanien Mohamed Ould El-Cheikh Al-Ghazouani et du président de la transition au Tchad Mohamed Idriss Déby Itno le présage. En effet, les deux chefs d'État s'exprimaient dans un communiqué conjoint publié ce mercredi par l'agence mauritanienne d'information indiquant, je cite, « Les gouvernements de la République islamique de Mauritanie, pays assurant la présidence en exercice du G5 Sahel et de la République du Tchad, membres de cette organisation mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant à la création du G5 Sahel, notamment en son article 20, à savoir que l'organisation peut être dissoute à la demande d'au moins 3 pays membres. Cette déclaration fait suite au retrait annoncé de 2 pays membres du G5 Sahel le 1er décembre dernier, à savoir le Burkina Faso et le Niger, emboîtant ainsi le pas au Mali qui a annoncé son retrait en 2022. Par ailleurs, les gouvernements maliens et nigériens ont dénoncé par voie d'un communiqué conjoint hier mardi les conventions visant à la non-double imposition avec la France, dénonçant par ailleurs ce qu'ils qualifient d'attitude hostile persistante de la France contre leur pays, État et le caractère déséquilibré de ces conventions, causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger, précisant que les accords en question prendront fin dans un délai de 3 mois. Pour rappel, ces conventions datant des années 60 et 70 ont été dénoncées par le Burkina Faso également. À quelques jours de la tenue au Tchad du scrutin référendaire prévu le 17 décembre prochain, les opposants à la campagne du référendum constitutionnel affirment être empêchés de faire campagne, accusant la transition de vouloir faire taire toutes les voix discordantes à ce référendum. Pour rappel, depuis son annonce, le référendum ne fait pas l'unanimité chez l'opposition qui appelle depuis novembre à sa suspension. À noter que la campagne officielle a été lancée le 25 novembre dernier. Le texte a été adopté en juin par le Parlement de la transition, reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996 sur la question centrale de la forme de l'État et envisage une décentralisation avancée. Le feuilleton judiciaire de la candidature d'Ousmane Sonko pour la magistrature suprême de Sénégal se poursuit. En effet, la candidature de l'opposant
L'actuel président Macky Sall est une nouvelle fois devant un tribunal. Un tribunal de Dakar examinera donc le 12 décembre prochain la réintégration ou non de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024. La Cour suprême au Sénégal a pour rappel cassé le 17 novembre dernier un jugement accordant à Ousmane Sonko le recours à la présentation à la présidentielle. Pour rappel, son arrestation il y a quelques mois avait conduit à de vives tensions dans le pays. Et dans l'affaire du coup d'État avorté en Sierra Leone, le gouvernement annonce avoir arrêté un des instigateurs de ce coup d'État avorté, a annoncé donc le ministre de l'Information, Cher Bah, lors d'une conférence de presse à Freetown, en déclarant, je cite, le coup d'État, l'un des organisateurs de la tentative de coup d'État manqué du 26 novembre, Amadou Koïta, qui figure en tête de la liste des personnes recherchées, a été arrêté mardi à 23h30. La réunion interministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix s'est ouverte mardi à Accra, au Ghana. Les délégués de plus de 85 pays ont discuté d'un certain nombre de questions liées aux opérations de maintien de la paix, notamment la gestion de l'environnement et la manière de faire progresser l'agenda des femmes, de la paix et de la sécurité. Je vous propose de revenir sur la déclaration du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. M. Carré a déclaré que l'objectif principal de maintien de la paix à l'avenir est de continuer à ne pas fuir. Fixer des objectifs de performance qui font progresser le programme environnemental dans des délais réalistes et travailler avec les pays hôtes et les pays contributeurs de troupes et de police pour laisser un héritage positif aux communautés qu'ils servent. 10 ans après sa disparition, l'héritage de Nelson Mandela est toujours vivant. Madiba, qui a pris son nom en hommage à sa tribu, continue à inspirer les générations de panafricains et son engagement pour la libération de la Palestine résonne aujourd'hui plus que jamais. Et pour cause, depuis 60 jours, Gaza subit une offensive génocidaire, rappelant aux Sud-Africains leur histoire ou leur douloureuse histoire avec l'apartheid. C'est un sujet signé Neila Hamouda. À Ramla et partout dans le monde, des places, des rues, des parcs portent son nom. L'ONU a même décrété une journée mondiale Nelson Mandela chaque 18 juillet, jour de son anniversaire. Quelques jours après sa libération, après 27 ans passés en prison en février 1990, l'icône anti-apartheid Nelson Mandela a serré dans ses bras le dirigeant palestinien Yasser Arafat, symbolisant son adhésion à une cause que l'ANC, le parti au pouvoir dans son pays, continue de défendre. La relation entre le président Yasser Arafat et mon grand-père est une relation de lutte, c'est une relation de fraternité, c'est une relation de camarades d'armes. Et donc pour nous, d'avoir pu assister à cette relation famille ici, Madiba parle d'un camarade président, Yasser Arafat. Je veux dire, il disait toujours que ses camarades n'étaient pas seulement des frères d'armes et qu'ils ne soutenaient pas seulement notre cause en parole, ils soutenaient notre cause financièrement et nous permettaient, avec les armes, de mener efficacement notre lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Une décennie après sa mort, son héritage pro-palestinien perdure. Ses paroles furent la plus grande arme du héros de la lutte anti-apartheid. Aujourd'hui, ces célèbres citations sont reprises par tout le monde. Il convenait à mon grand-père, lors de sa visite à Reza en 1995 et en 1997, de dire que nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Car pour lui, il était important d'illustrer à la communauté internationale qu'il s'agit du plus grand problème moral de la société. Mais la communauté internationale tout entière reste silencieuse et muette sur la question.
Le nom de Nelson Mandela est répété par des milliers de prisonniers palestiniens qui se trouvent dans les geôles sionistes, comme exemple de lutte, de résistance et de fermeté. Mandela restera gravé non seulement dans les mémoires et les annales des Palestiniens, mais aussi de tous les pays en lutte. Jusqu'à nos jours, l'entité sioniste est qualifiée par l'Afrique du Sud de régime apartheid et accusée de nettoyage ethnique. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, l'a accusé il y a 2 semaines de ça, lors d'un sommet extraordinaire virtuel des BRICS, consacré à Gaza et au Proche-Orient de crimes contre l'humanité et de génocide. Il a même réclamé une enquête devant la Cour pénale internationale. Pretoria a aussi annoncé le retrait de ses diplomates sur place et a laissé entendre que la position de l'ambassadeur sioniste en Afrique du Sud devenait intenable. Le soutien de l'Afrique du Sud pour la lutte des Palestiniens en faveur d'un État indépendant ne date pas d'aujourd'hui. La lutte anticoloniale est un héritage légué par Madiba à son peuple, lui qui a souffert longtemps de la discrimination raciale. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.